Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de la protection des slogans à titre de marque. Ce sera dans quelques instants avec Esther Dupin, conseil en propriété industrielle chez Régimbault. On parlera ensuite de la hausse des contentieux climatique contre les entreprises pétrolières avec Hassan Ben Hamadi, associé cofondateur de Adlan Avocat. Et enfin, on parlera de la reconnaissance comme accident du travail, de la dépression résultant d'un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique avec Anna Cristina Chavez, associée au sein du cabinet Adolfo Godard. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Comment protéger les slogans à titre de marque? On en parle tout de suite avec mon invité, Esther Dupin, conseiller en propriété industrielle chez Régimbault. Esther Dupin, bonjour. Bonjour Arnaud. De plus en plus d'entreprises souhaitent protéger leurs slogans à titre de marque. Nous allons voir ensemble quelles sont les conditions pour bénéficier de cette protection. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est le caractère distinctif d'une marque et pourquoi il est important? Oui, bien sûr. Le caractère distinctif d'une marque, c'est sa capacité à permettre de distinguer les produits et services d'une marque de ceux d'une autre entreprise. D'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. C'est un critère que tous les offices du monde entier imposent. Il s'apprécie au regard des produits et services que désigne la marque, et il est impératif. C'est-à-dire que si la marque n'est pas considérée comme suffisamment distinctive et qu'elle est donc descriptive, elle sera refusée à l'enregistrement ou à tout le moins, il sera possible de la contester et du coup d'en obtenir, la nullité. C'est-à-dire qu'on refuse que la marque soit trop directement liée et décrive trop directement les produits et services parce qu'on va considérer que ces termes-là, donc descriptifs, doivent rester à la libre disposition de chacun et notamment des concurrents du demandeur. Je vais vous donner un exemple. La marque Petit Bateau, par exemple, Qu'on qui connaît très bien. qu'on connaît très bien, qui, sera considérée comme descriptive, donc non distinctive, si elle désigne des activités, des services de construction de bateaux ou de commercialisation de bateaux. En revanche, on sait que pour désigner des vêtements, elle est suffisamment distinctive et elle a donc fait l'objet d'un enregistrement. Alors, on en sait plus maintenant sur le caractère distinctif. Quel type de signes distinctifs peuvent être déposés à titre de marque et comment les slogans, est-ce que les slogans en font systématiquement partie? Oui, eh bien, tous les signes distinctifs peuvent faire l'objet, d'un dépôt de marque. Donc ce qu'on connaît, le plus souvent, ce sont les signes verbaux, hein, constitués de lettres et de termes. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les marques semi-figuratives, donc les marques composées et de termes verbaux et d'éléments figuratifs tels que des logos. Il y a aussi les marques figuratives constituées uniquement de logos. Ça va par exemple être le guépard de Puma. Mais il y a aussi tout un autre pan de marques, donc ça va être les marques de couleurs, par exemple, les marques, gustatives, olfactives, les marques sonores. Je peux, par exemple, vous donner comme exemple, la société Piaggio a essayé, il y a quelque temps, d'obtenir l'enregistrement du son que font les Vespa lorsqu'ils démarrent. D'accord. Les demandeurs considéraient que c'était très reconnaissable et que c'était donc suffisamment distinctif, c'est-à-dire que le consommateur, quand il entendait ce son-là, sentait et savait tout de suite que c'était un Vespa. Bon, l'Office européen a été d'un avis contraire et a considéré que non, on ne pouvait pas, le consommateur lambda ne pouvait pas distinguer ce son d'un autre scooter qui démarrait. D'accord. En revanche, vous avez la société LG qui a obtenu l'enregistrement du son que font, leurs machines de lavage à la fin d'un cycle de lavage, D'accord. et il a été considéré que c'était suffisamment distinctif et donc ils peuvent empêcher
tout tiers de déposer une marque identique ou similaire, donc avec un son identique ou similaire, pour D'accord. le même type de produit. Bon, on en sait plus maintenant sur les conditions d'enregistrement des marques, avec des exemples concrets, mais quelles sont les conditions à remplir pour protéger un slogan à titre de marque? Alors, le slogan fait partie intégrante des catégories de marque. C'est une marque comme les autres et donc doit répondre aux mêmes conditions de validité, donc notamment son critère de distinctivité. Alors, il est vrai que pour les slogans, c'est un peu plus délicat à appréhender, notamment parce que pendant tout un temps, on considérait que dès lors que c'était un slogan, bah, c'était un peu original, un peu distinctif et que du coup, ça passait forcément, il remplissait quasi systématiquement Les conditions? le critère de D'accord, la distinctivité. C'est de plus en plus difficile. On considère que non, malgré tout, le slogan doit être distinctif et qu'il d'accord. doit donc dépasser ce critère purement publicitaire, promotionnel qui pourrait faire passer et il doit vraiment remplir au titre des autres marques ce critère de distinctivité. Je peux vous donner rapidement un exemple. Bien sûr. Vous avez par exemple récemment une société pour désigner des produits cosmétiques qui a souhaité déposer There is not planet B. Donc il n'y Mmh. a pas de planète B, agrémenté pour le coup d'un petit logo pour se donner le plus de chance, puisque c'est vrai que quand on agrémente une marque verbale d'un logo, en général, on arrive à plus facilement à obtenir l'enregistrement. Et malgré tout, il a été considéré que D'accord. non, ce n'était pas suffisamment distinctif. Alors un slogan initialement non distinctif peut acquérir un caractère distinctif par l'usage. Concrètement, comment ça se passe? Oui, il est vrai, donc le slogan comme une marque, hein, comme n'importe quelle marque, peut être a priori considéré comme non distinctive au moment du dépôt, par Mmh. exemple, mais on va considérer que si le demandeur parvient à démontrer un usage suffisamment intensif, large, continu de ces produits et services au regard de cette marque et que le public pertinent reconnaît la provenance de ces produits et services comme provenant de cette entité, quand bien même la marque serait descriptive, alors on peut obtenir ce critère de distinctivité et D'accord, ainsi l'enregistrement. Alors, ce sont des dossiers suffisamment lourds à constituer, oui, hein, attention, bien sûr. c'est en général refusé. Mmh. Mais ça peut arriver, je peux vous donner comme exemple, par exemple, vente privée, hein, qui on connaît bien la Tout à marque pour fait. désigner des services de vente, sur, des sites internet, auxquels il faut être, membre, donc un petit peu privé. Ça a été a priori considéré comme descriptif et donc D'accord, refusé à l'enregistrement. Ils ont constitué ce fameux dossier et ont finalement obtenu l'enregistrement. d'accord. Alors peut-être pour encourager les entreprises à protéger les slogans, quels sont les avantages de protéger les slogans à titre de marque? Alors, ils sont essentiellement, de 2 catégories. C'est-à-dire que si vous ne déposez pas, on va partir comme ça. Si vous ne déposez pas, vous ne vous constituez pas de droit. Ça veut D'accord, dire que vous allez commencer à l'utiliser, vous allez commencer à être reconnu auprès de vos consommateurs sous cette marque-là, en tout cas vos produits et services, mais vous ne vous constituez pas de droit, donc vous ne pourrez pas, si un tiers se met à utiliser une marque identique ou similaire, vous ne pourrez pas lui opposer votre marque. d'accord. Et même un peu pire, on va dire, cette personne qui se mettrait à utiliser après vous peut venir contester, à condition qu'il ait déposé à son tour, peut venir contester votre usage. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où ça fait, De 5-10 ans nombreuses que, années que voilà, que vous vous utilisez utilisez. une marque. Quelqu'un à qui votre marque a plu, s'est mise à l'utiliser aussi dans un domaine identique ou similaire et peut venir vous contester, votre usage et vous demander des dommages et intérêts. Alors, un point qui peut être intéressant, une fois qu'on a enregistré un slogan à titre de marque, comment une entreprise peut communiquer justement sur cet enregistrement? Alors, on sait que c'est important parce que ça montre que vous êtes attentif, Bien que vous sûr. capitalisez, hein,
sur cet actif. Donc, et on les connaît un peu tous, hein, ces petits signes, ça va être le petit C de copyright si vous considérez qu'il y a des droits d'auteur sur votre marque. Ça va être le petit TM que vous D'accord, pouvez mettre en haut à droite si, à condition d'avoir déposé votre marque. Attention, il faut bien sûr. l'avoir déposée. Et le petit R, donc de registered, à partir du moment où votre marque est enregistrée. Alors, en France, ça va plutôt être presque pour informer les gens. C'est dissuasif aussi, hein, ça veut dire que vous êtes attentif à ces problématiques de propriété industrielle. Aux États-Unis, par exemple, ça peut permettre d'obtenir plus de dommages et intérêts parce qu'on va D'accord. considérer que vous avez informé du fait que ce sont des signes protégés. Alors attention quand même, c'est-à-dire que c'est compliqué d'obtenir, par exemple, l'enregistrement dans tous les Bien pays du sûr, monde entier et on sait que la communication va vite, notamment sur internet et donc il faut faire attention à ne pas mettre de petits R dans des pays où, par exemple, vous bien n'auriez sûr. pas, protégé ou obtenu l'enregistrement. Donc alors tous les cas sont différents, mais on va avoir tendance à recommander, de peut-être mettre tout simplement bas de la page, tout droit réservé ou, D'accord. voilà, peut-être quelque chose de plus global, moins précis, mais qui vous évite, certains écueils. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On va parler de la hausse des contentieux climatiques avec mon invité Hassan Benhamadi, avocat cofondateur du cabinet Adlan Avocat. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Les entreprises pétrolières font l'objet de plus en plus de contentieux climatiques. Comment le devoir de vigilance des entreprises est-il invoqué dans ces contentieux climatiques? Alors Arnaud, c'est une question d'actualité. Le devoir de vigilance est en train de devenir l'outil privilégié des ONG et collectivités territoriales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que, alors, c'est une obligation légale de prudence et de vigilance qui impose aux entreprises de prendre des mesures raisonnables pour prévenir le risque environnemental et climatique. La formulation est large, volontairement large, ce qui fait que les ONG et les collectivités territoriales en profitent et l'utilisent désormais comme un outil dans le cadre de leurs actions. Observe-t-on une évolution de la jurisprudence en faveur des plaignants ces dernières années dans le cadre de ces contentieux? Oui, assurément, ça a fait l'actualité des dernières semaines. On a eu des arrêts de la Cour d'appel de Paris qui ont été rendus le 18 juin 2024, qui ont statué sur la recevabilité de recours d'ONG à l'encontre de certaines grandes entreprises françaises, dont l'une qui est notre champion pétrolier Total Energy, qui était fondée notamment sur une action, sur un fondement climatique, sur des prétentions relatives au réchauffement climatique. Un autre fondement a été prévenir les dommages illicites à l'environnement, l'article 1252 du Code civil. Pouvez-vous revenir sur ces affaires? Vous voulez que je revienne spécifiquement sur celle de Total Energy ou celle qui concerne également EDF et Vigie? L'une et l'autre, vous pouvez commencer sur la première, sur Total. Sur Total, dans ces affaires, il faut savoir que la portée des arrêts de la Cour d'appel de Paris concerne surtout la recevabilité des actions. Ok. En première instance, les actions ont été déclarées irrecevables pour des considérations purement procédurales. Alors, on ne va pas faire dans le technique, mais juste généralement, il faut savoir que l'article du Code de commerce sur le devoir de vigilance prévoit l'envoi d'une mise en demeure spécifique, et c'est ça qui a été au centre de l'attention, car la Cour d'appel de Paris a considéré que la mise en demeure était nécessaire, mais que son contenu ne devait pas être forcément celui de l'assignation qui allait être délivrée 3 mois plus tard, parce que la mise en demeure doit rester infructueuse pendant 3 mois. Donc la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la recevabilité des actions, pas encore sur le fond. Le fond va certainement intervenir dans un second temps, et ça va être scruté de très près par les praticiens
et les entreprises, Bien sûr. parce que le juge va porter une appréciation sur les plans de vigilance. Donc sur le fond, sur les mesures qui sont prises, il va potentiellement influer sur l'opérationnel des entreprises. Alors justement, vous évoquez des décisions de fond. Quelles pourraient être les tendances à venir de ces contentieux climatiques? Vers quoi se dirige-t-on? On se dirige clairement vers une multiplication de ces contentieux. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été faite par un institut britannique récemment, qui a démontré que depuis l'accord de Paris, donc depuis 2015, entré en vigueur en 2016, on a eu un triplement des actions climatiques dans le monde. Ah, c'est assez considérable. Fois 3, hein, et là, depuis l'entrée en vigueur du devoir de vigilance et les affaires qui sont arrivées devant la cour d'appel de Paris, on voit quand même qu'il y a une hausse considérable. La semaine dernière, des ONG ont quand même publié un radar des plans de vigilance. Les ONG qui sont Sherpa notamment, Terre Solidaire, et cetera, qui pointent les lacunes des rapports de vigilance publics de plusieurs grandes entreprises. Donc cela annonce clairement une hausse des contentieux à venir. Et les entreprises vont devoir agir d'un point de vue préventif, parce que si elles n'agissent pas d'un point de vue préventif, ça va se matérialiser d'un point de vue répressif. Alors vous évoquez C'est un plan répressif. la prévention du côté des entreprises. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête pour ces entreprises soumises au devoir de vigilance? Euh, alors c'est une question très délicate que vous posez, Arnaud, parce que nous avons par exemple au cabinet des grandes entreprises qui justement rencontrent la problématique de la matérialité des mesures à prendre, parce que comme je vous le disais, l'article du Code de commerce prévoit uniquement que des mesures raisonnables soient prises. D'accord. On attend justement des décisions des tribunaux pour savoir ce qui va être jugé comme raisonnable ou non. Et je vous assure que tous les Aujourd'hui, il y praticiens a un peu aujourd'hui... un flou juridique, entre guillemets? Complètement. Il y a un flou juridique qui, franchement, met toutes les directions juridiques en état d'alerte. Nous, à titre personnel, on est en train de mettre en place une action, un département scientifique pour essayer de suivre en fait ces évolutions et les documenter par écrit avec une D'accord. commission qui va être créée pour ça, avec notamment l'AFGE. C'est une sorte d'observatoire, entre guillemets? Une sorte d'observatoire, exactement, avec des gens, avec des personnes issues du monde académique et scientifique, des avocats et des directions juridiques. Et l'idée, c'est de rendre compte à une certaine périodicité, de l'évolution des contentieux climatiques, des décisions, c'est ça? Exactement, de rendre compte de l'évolution des contentieux climatiques, mais également de l'évolution de la réglementation en matière de conformité, de durabilité, etc. Et à terme, de pouvoir établir un guide qui puisse servir de référence pour toutes les entreprises concernées. D'accord. Et donc, les premières actions, c'est à quel horizon? Alors, avec les délais des tribunaux, c'est toujours délicat de se prononcer, mais je pense qu'à horizon 12-18 mois, on aura des premières décisions. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Arnaud. Merci. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la reconnaissance d'un accident du travail suite à la dépression résultant d'un appel téléphonique avec mon invitée Anna Cristina Chavez, associée chez Adelso Godard. Anna Cristina Chavez, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'aborder la reconnaissance d'un accident du travail suite à la dépression résultant d'un appel téléphonique, qu'est-ce qui définit légalement un accident du travail? Écoutez, c'est une très bonne question et effectivement, je pense qu'il faut se la poser parce que le cadre est finalement défini, mais on ne le connaît pas toujours. Le cadre, il est défini à l'article L411-1 du Code de sécurité sociale, non pas du Code du travail. Et il se définit tout simplement, comme très souvent, par un fait, une conséquence et un lien de causalité. Et finalement, la définition, c'est un événement qui intervient de manière précise et datée sur le lieu de travail ou, attention, au temps du travail et qui cause une lésion
peut être quelques lésions. Alors, on connaît bien les D'accord, lésions physiques, mais ça peut être également une lésion psychique, un bien choc sûr. émotionnel, par exemple, ou pourquoi pas, comme on le voit là, une dépression. Et tout ça étant causé par, évidemment, en tout cas dans le cadre d'un rapport d'autorité. Voilà, Donc c'est on en vraiment sait ça. plus sur la notion, la définition d'accident du travail. Est-ce que du coup, une dépression peut être considérée comme un accident du travail? Eh bien, écoutez, Arnaud, la réponse est clairement oui. Et j'ai envie de dire, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle parce que les premiers cas en jurisprudence se sont révélés en 2003, puis 2004. Alors, c'était souvent sur le lieu de travail, vraiment, le lieu habituel du travail, et c'était des employés qui faisaient face soit à un choc émotionnel au moment d'un entretien avec le supérieur hiérarchique, mais donc D'accord, physique, soit, une agression. En 2004, c'était un employé de banque qui avait été agressé avec une arme blanche par un client. Donc voilà, donc dans ces 2 cas-là, finalement la dépression qui avait découlé de cet événement bien précis et bien daté avait été reconnue, y compris par la Cour de cassation, ce qui n'était pas le cas de la d'accord. CPAM à l'époque, mais par la Cour de cassation comme un, véritable accident du travail. Et vraiment, le dénominateur commun, c'est le caractère soudain de ce choc émotionnel qui provoque une dépression. D'accord. Caractère soudain de l'événement. Alors, est-ce qu'un entretien téléphonique professionnel peut-il être à l'origine d'un accident du travail? Oui, alors c'est justement la question qui se posait, sachant que avec l'évolution, je vous l'ai dit en introduction, il faut bien faire la distinction entre ce qu'est le lieu de travail et le temps de travail. On D'accord, avait déjà des cas de reconnaissance d'accident du travail lors de missions du salarié ou lors de certains déplacements professionnels, y compris on en a connu lorsque l'employé avait un accident à l'hôtel, par exemple, alors bien qu'il sûr. était en déplacement professionnel. Et maintenant, le télétravail est arrivé. Absolument, le télétravail est arrivé et un arrêt très récent de Cour d'appel de Grenoble est venu statuer très clairement et il a finalement clarifié un article du Code du travail pour le coup, qui est l'article 1222-9, qui lui dit que, parce qu'il faut bien faire évoluer le droit en même temps que les formes de Bien travail sûr. elles-mêmes évoluent. Et donc cet article nous dit tout simplement qu'un accident intervenu en télétravail est présumé être un accident du travail, puisque le domicile du salarié n'est qu'une extension du lieu de travail habituel. Alors, intéressons-nous maintenant à l'angle de l'employeur. Comment l'employeur peut-il contester la qualification d'accident du travail si l'employé lui dit je suis en dépression suite à l'entretien qu'on a eu ensemble? Comment l'employeur peut-il contester cette qualification? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'accident du travail, c'est le salarié qui a la main. C'est lui qui peut donner cette qualification, tout simplement parce que cet incident est intervenu, ou une suite d'incidents sont intervenus sur le lieu ou au temps du travail. Et ça change vraiment beaucoup la donne. Donc l'employeur qui n'a pas la main doit immédiatement, dès qu'il a connaissance de cette demande auprès de la CPAM, il doit immédiatement rédiger un courrier de réserve. D'accord, Et pour ça, eh ben, il va contester un certain nombre d'éléments de l'accident du travail. Le premier élément sur lequel il va pouvoir éventuellement intervenir, c'est de dire ça s'est pas passé sur le lieu de travail. Et d'accord, là se pose la question, là effectivement, il n'y avait pas d'accident sur le lieu de travail, mais sur le temps de travail. Donc le télétravail, qui est un temps du travail, est bien considéré sûr. comme le lieu du travail. Donc on ne peut pas contester dans ce cas-là, mais de temps en temps, on peut essayer de le faire, et D'accord, notamment de disqualifier en accident de trajet, qui n'a pas le même régime juridique. bien sûr. Le deuxième argument qu'on voit très souvent, et c'est ce que d'ailleurs les employeurs font et ce qu'il avait fait dans l'arrêt du 8 mars dernier, c'est de contester la matérialité. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de témoin. Mhm. Et en télétravail, c'est facile de contester la Bien matérialité sûr. puisque, effectivement, En il général, n'y a on est pas... seul devant son PC. Exactement. Donc, il ne peut pas y avoir de témoin. Donc, ça, c'est un des points sur lesquels l'employeur peut essayer d'aller. Le troisième point qui est plus intéressant peut-être pour les employeurs, c'est et notamment dans le cas des dépressions, c'est de contester le caractère de fait accidentel, la nature même de fait accidentel. C'est-à-dire considérer que finalement, il n'y a pas de caractère soudain. D'accord, Donc, c'est autre chose. Cette autre chose, c'est ce que la jurisprudence a beaucoup considéré comme une maladie, qui peut ou pas être une maladie professionnelle. d'accord, Et enfin, le dernier point, c'est sans doute, et le plus intéressant vraiment, dans ces considérations de dépression, c'est de contester le lien de causalité.
et donc de faire état, alors c'est pas toujours, mais de faire état de pathologies qui étaient déjà installées avant même le choc émotionnel. Et là, D'accord. ça se traitera autrement, non pas en accident du travail. Alors, si jamais la dépression est reconnue comme un accident du travail, quelles sont les conséquences pour l'employeur? Alors, les conséquences pour l'employeur, elles sont multiples, bien évidemment. La première, c'est que ça confère aux salariés, alors son contrat de travail est suspendu, et ça confère aux salariés une protection absolue contre le licenciement. On ne peut D'accord. plus licencier ce salarié, et tout licenciement qui interviendrait hors cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le salarié, qui n'est pas une cause économique, il faut bien le préciser, hein, Bien c'est sûr. très particulier l'impossibilité de maintenir. Hormis ces deux cas-là, vous ne pouvez plus licencier ce D'accord. salarié. Ensuite, il y a des effets, alors ça c'est contre le licenciement, il y a des effets également financiers qui se font sentir, puisque dans les conventions collectives, généralement, il y a une indemnisation de l'accident du travail qui est bien plus élevée, un maintien de salaire pendant parfois 4 mois, 5 mois, 6 mois, à 100%. Donc ça, c'est D'accord. l'employeur qui doit valider que sa prévoyance pourra à minima couvrir en partie ce surcoût. Parce qu'en attendant, il faut aussi remplacer le salarié, Bien donc sûr. c'est un double coût. Et puis, il y a également des impacts sur le licenciement. Quand à la fin de l'arrêt pour accident du travail, il faut licencier le salarié, et ben, on va généralement vers l'inaptitude. Et l'inaptitude, c'est un licenciement qui coûte plus cher. On paye pour une inaptitude professionnelle, il y a d'abord le préavis qui doit être versé, une indemnité légale qui est doublée, et en général, les salariés qui viennent chercher les employeurs sur le terrain de la faute inexcusable D'accord. pour obtenir des majorations et pourquoi pas des amendes. Et sachez quand même que l'amende n'est pas anecdotique, puisque quand vous avez un accident du travail et que le salarié est en mesure de prouver qu'il n'y a pas eu justement d'éléments concrets pour empêcher cet accident du travail, alors même qu'il y avait un terreau sous-jacent, eh D'accord. bien, on peut considérer cette faute inexcusable, et l'employeur, personne physique, est tenu à une amende de 75 000 euros, 225 000 euros pour la Des société. Donc, ce sont des conséquences sujets qui peuvent être lourdes. très lourds. Donc, un sujet à ne pas négliger. Absolument. Comment la jurisprudence a évolué sur cette question? Alors, sur cette question de maladie professionnelle, la jurisprudence, on voit au début, elle appréhendait beaucoup plus la dépression comme une maladie. Donc, le salarié se mettait en arrêt maladie. Donc, comme je vous le disais, là, il n'y a pas de présomption d'accident du travail. Et il fallait ensuite, dans les 2 années de cette déclaration de maladie normale, faire une demande de reconnaissance auprès de la CPM d'une maladie professionnelle. D'accord. Et pour ça, les conditions étaient quand même très compliquées, puisqu'il fallait vraiment démontrer le lien direct entre la dépression et la lésion, donc cette dépression. Et il fallait en plus de ça que ça cause, alors soit la mort, bon, on ne le souhaite pas, soit à minima une incapacité de travail, enfin professionnelle, de 25%, ce qui est quand même très lourd. Bien Et vous sûr. voyez cette inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que dans un cas, c'est le salarié, dans le cadre de la maladie professionnelle, qui devait prouver le caractère professionnel pour être indemnisé et pris en compte de cette façon. Là maintenant, avec l'accident du travail, on renverse la présomption, et c'est l'employeur qui doit prouver le contraire. D'accord. Alors, pour éviter justement ce type de situation, quelles sont les mesures que les employeurs peuvent-ils faire en termes de prévention? Alors, il y a des mesures très concrètes, et il faut prendre ces mesures très concrètes. Pourquoi? Parce que je vous le disais, le fait de ne pas prendre de mesures concrètes expose l'employeur, personne physique et morale, à hauteur de 225 000 euros d'amende, plus les dommages-intérêts qui sont payés aux salariés, donc c'est vraiment C'est important. très important. Et ces mesures concrètes, la première, absolument, c'est le DUERP, le fameux document unique d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. D'accord. Donc il faut impérativement considérer ces sujets de burn-out. Ensuite, c'est attesté par des formations ou par des mesures très pratiques, une formation managériale pour éviter les abus D'accord. qui peuvent être causés, parce que tout ça, c'est aussi généralement des contextes. Il y a également un autre point qui est très important, c'est la charge de travail. Il faut absolument qu'on fasse un suivi, qu'il y ait une vraie balance entre la vie professionnelle et la vie
et la vie privée. Et là-dessus, il y a quand même une enquête intéressante de la DARES qui a été publiée le 13 août 2024, D'accord. qui est venue statuer sur ce point en disant, bah voilà, les salariés qui ont énormément de charges de travail avec très peu d'autonomie sont ceux finalement qui sont les plus à risque. Donc si vous avez ce type de salarié, il faut impérativement Attention. faire Vigilance attention et de mise, dans les la durée. accompagner. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Bismarck pour un nouveau Lex Inside. Restez curieux et informés.